Salut et bienvenue sur Infomaniac. Alors comme promis, je vais débuter une section propre à l'animation. Donc cette section, j'aimerais bien qu'elle aille très loin, très très loin même, histoire qu'on puisse voir vraiment toutes les techniques utilisées à l'heure actuelle dans l'industrie. Quand je vous dis toutes les techniques, c'est que vraiment le rig évidemment, la modélisation pour l'animation évidemment, mais aussi le motion tracking, pourquoi pas, les motion tracking, car Blender, les dernières versions, fait du motion tracking. Vraiment, on va essayer d'aller loin. Mais pour ça, il va falloir voir la base. Donc ça va être le but de cette vidéo d'introduction de la section, qui va être dirigée sur un exercice qu'on appelle la balle. L'exercice de la balle, tous les animateurs débutants le connaissent, puisque c'est vraiment l'exercice le plus technique qui existe, pour débuter du moins. Alors je vous le montre déjà, donc voilà, c'est rien d'autre qu'une balle qui rebondit. Alors il ne faut pas confondre technique et difficile. Cet exercice est très simple, mais il est technique, parce qu'il recense 3 voire 4 des plus grands principes d'animation. Si vous passez à côté d'un seul de ces principes, l'exercice est foutu. C'est vraiment la base de l'animation et tout ce dont on a besoin pour animer qui va être utilisé pour cette balle. Donc on va faire un nouveau projet, donc je vous laisse le faire. Supprimer le plan, enfin le cube, excusez-moi, ajouter un plan, ça va être notre sol. On va ajouter une UV sphère. Très bien. Alors au passage, pour vous aider, je vais vous ajouter les touches sur lesquelles j'appuie sur la vue 3D. Très bien. Comme ça, vous avez accès à toutes les touches sur lesquelles j'appuie dans la vue 3D. Très bien. Alors nous, ce qu'on veut, enfin, pour nous faciliter la tâche, il va falloir que notre point pivot, donc, soit à la base de notre objet. Alors pour ça, on va tout simplement faire en sorte que le curseur 3D soit à la base de la sphère. On va faire Object, Transform et Origin to 3D Cursor. Et voilà, tout simplement. On va faire un petit scale. Très bien, on a notre scène qui est prête. On va passer en mode animation pour voir les différentes fenêtres accessibles. Alors, toutes les fenêtres relatives à l'animation ne sont pas affichées évidemment, uniquement les fenêtres fondamentales pour l'animation. Donc la timeline qui est ici en bas, qui est notre ligne de temps. Vous remarquerez d'ailleurs que ces 3 fenêtres sont des timelines, toutes différentes. Alors cette timeline, elle nous montre juste où est une clé, où est-ce que mon animation va s'arrêter, parce que là je m'arrête à 250. Où est-ce que j'en suis sur le temps, quoi, tout simplement. Il nous permet de lancer une clé et d'activer l'autokey. On verra ça tout de suite après. On a le Graph Editor, qui lui aussi est une timeline, mais qui a des propriétés bien différentes de celle-ci. Et le Dopsheet, qui lui aussi est une timeline, et qui a des propriétés encore différentes. Chacune de ces fenêtres a une utilité différente, mais des utilités, comment dire, complémentaires. C'est-à-dire que on ne fait pas de bonne animation avec une seule de ces fenêtres. Les 3 sont utiles, mais les 3 sont axés sur un domaine précis, une notion précise de l'animation, qu'on va voir d'ailleurs. Donc nous, on va se concentrer uniquement, donc je vais juste réduire ça, se concentrer uniquement sur notre timeline en bas. Et notre panneau de propriété qui est ici. Je vais me mettre en fil de fer pour pouvoir voir mon sol, je déplace ma boule, enfin ma sphère, excusez-moi, ici. À sa position initiale. Sur ma timeline, je vais me mettre à la clé 1, voire 0 même. Très bien. Je vais activer la trajectoire de cet objet pour pouvoir la voir. Pour ça, je vais dans Object, une fois que j'ai sélectionné la sphère, Motion Pass, et ici j'ai Calculate Pass. Je lance le calcul. Il n'y a rien pour l'instant, c'est normal, on n'a pas encore d'animation. Je reste dessus, on ne sait jamais. Et je vais activer l'autokey. Alors, avant de parler d'autokey, on va parler de la première notion fondamentale de l'animation, les poses clés, qui s'appellent aussi keyframe, les images clés. Donc l'autokey, c'est l'automatic keyframe. Les poses clés, c'est quoi? On va lui dire par exemple, donc on va activer l'autokey, on va lui dire qu'à l'image 0, donc je me mets bien à 0, ma balle est ici. Très bien. Et qu'à l'image 10, donc je clique sur 10, ma balle est ici. Très bien. Automatiquement, donc vu qu'on a activé les trajectoires, en plus on voit la trajectoire, automatiquement l'ordinateur va nous calculer les images intermédiaires.
Donc, les keyframes, c'est les deux images aux extrémités. Les deux positions aux extrémités, donc les poses clés, les positions clés. Et ce qu'on a entre... toutes les images qu'on a entre ces deux positions, c'est ce qu'on appelle des in-between. Donc, ce qu'il y a entre, quoi. Même en animation traditionnelle, donc sur papier, les animateurs sont payés à faire les poses clés. Ensuite, on donne à des petites mains le boulot des in-between. L'ordinateur, lui, nous le fait pour nous, ces in-between. Le problème, alors c'est ce qu'on appelle une interpolation. Donc, ce qu'on a entre deux poses clés, c'est des in-between, certes. En fait, chaque image entre les poses clés s'appelle des in-between. Mais le fait de combler automatiquement le trou entre deux poses clés, donc le mouvement entre deux poses clés, c'est ce qu'on appelle une interpolation. Il interprète un mouvement entre deux poses clés. Alors, cette interpolation, justement, le problème, c'est que à moins de reposer une pose clé, par exemple, à l'image 5, donc je suis toujours en AutoKey ici, donc là il comprend que je veux une courbe, je peux pas trop jouer dessus. Le seul moyen, c'est d'utiliser justement le Graph Editor. Et le Graph Editor sert justement à gérer l'interpolation faite par l'ordinateur, donc par Blender là pour le coup. Alors dans ce Graph Editor, je vais tout désactiver en cliquant sur l'œil, sauf le Location Z. Parce qu'il se trouve que la position en Z de notre objet correspond à notre trajectoire, puisque la trajectoire de notre objet ne fait que évoluer de haut en bas, donc sur l'axe Z. Et on retrouve donc ici un morceau de notre trajectoire. Alors cette trajectoire n'est pas tout à fait la même évidemment, mais si je déplace par exemple cette poignée ici en appuyant sur G dans ce sens-là, je vais cliquer sur Calculate Path pour rafraîchir la trajectoire, et on voit que voilà, j'ai forcé donc une trajectoire en arc pour débuter. Donc c'est avec cette fenêtre ici, donc le Graph Editor, qu'on va pouvoir modifier notre interpolation. Donc voilà à quoi sert le Graph Editor cette fois-ci. Le dubsheet, on va le voir tout de suite après. Donc maintenant, donc en AutoKey, toujours, en me déplaçant de 10 en 10, je vais poser mes poses clés. Donc là déjà, j'ai la chute de ma balle. Très bien. Donc, à 20, j'aurai ma balle, le premier rebond. Très bien. À 30, elle retouche le sol. À 40, le second rebond. Vous faites autant de rebonds que vous voulez. Bon, évitez d'en faire énormément, faites-en 2 ou 3, ça suffira largement. Et de 10 en 10 comme ça, refaire ces poses clés. Donc moi je vais faire que 2 rebonds. Et à 60, je vais la faire avancer un petit peu après le rebond. Très bien. Donc là, j'ai le mouvement général. Donc le truc avec une balle qui tombe, c'est que... D'ailleurs j'ai modifié. On va plutôt partir de là, voilà. Le truc avec une balle qui tombe, c'est que évidemment les rebonds sont de plus en plus petits, puisqu'elles perdent de l'énergie, mais aussi de plus en plus rapides. Ça on le verra après, mais de plus en plus court aussi. Donc, ici j'ai un rebond qui est relativement ample, ici il est pas mal aussi, ce serait bien que celui-là soit encore plus petit, donc je vais mettre à 40, et déplacer dans l'espace en fait, donc là je fais l'image 50, les poses clés pour que le rebond soit plus court, tout simplement. Donc ça nous donne ça. Voilà. Alors, ça nous donne ça, mais c'est pas crédible pour plusieurs raisons. Donc déjà la première notion, donc la notion de pose clé est terminée. Donc on a fait notre boulot. Cette notion, elle se gère avec la timeline. Maintenant, on a la notion de rythme qui va entrer en compte, qui va se gérer avec le dubsheet et le Graph Editor. Le Graph Editor, lui, va gérer l'interpolation, comme je vous l'ai dit, et le dubsheet va gérer la vitesse d'exécution de l'interpolation. Alors, je m'explique. Alors, ici, quand la balle touche le sol, il faudrait que la balle vraiment percute le sol. Et ne fasse pas que la toucher, la caresser. Parce que là, honnêtement, la balle caresse le sol et s'en va. C'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, on va déplacer ces poignées et les refermer sur elles-mêmes. Là, le problème, c'est que si on bouge une seule poignée, l'autre suit de façon homothétique. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va sélectionner le point central, appuyer sur V et cliquer sur Free. On a libéré comme ça les deux poignées. Et on va les refermer. Voilà. Pour faire vraiment un pic au moment où la balle tombe. Pour bien voir ça dans
dans notre trajectoire, je peux très bien faire calculate pass pour rafraîchir. Et là je vois que voilà, la balle va percuter le sol et repartir. Et je vais faire pareil à chaque moment où elle percute le sol. Donc V, free, G. Voilà. Et la balle percute le sol. Et s'il faut aussi à cet endroit-là, donc à la toute fin, même si elle repart pas, mais au moins quand elle touche, il faut qu'elle percute le sol. Voilà. Ce qui va nous donner cette fois-ci quelque chose comme ça. Voilà. Donc là on est toujours dans le rythme, hein. C'est une question de rythme. La balle, elle va percuter le sol. Voilà. Très bien. Donc comme je suis en autoki, je peux me permettre de déplacer un peu plus ça. Voilà. La trajectoire, je la trouve un petit peu trop sec de ce côté-là. Donc je vais baisser cette poignée. Voilà. Hop. Très bien. Donc on a une balle qui va venir percuter le sol sans problème. Donc c'est plutôt bien. Maintenant le dernier détail, toujours avec le rythme, c'est le temps d'exécution d'un rebond. C'est-à-dire que, alors je vais mettre cette fois-ci dans le dub sheet, parce que c'est là où on va gérer ça. Je vous conseille de tout fermer, donc dub sheet summary, et de garder que ça. Alors moi juste pour une question de confort, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon dub sheet là-haut. Très bien. Comme je vous ai dit dans Blender, hein, tout est modulable, vous chargez les fenêtres là où vous voulez. Comme ça j'ai toutes mes clés tout du long, tranquillement. Très bien. Alors, j'ai en fait ici, je constate que j'ai un demi-rebond en 10 images. Ce qui veut dire que le rebond complet fait 20 images. Ce qui serait bien, c'est que le rebond qui suit soit 2 fois moins rapide. Donc qu'il fasse 10 images. Donc 5 images par demi-rebond. Chaque clé représente un demi-rebond. Donc ici à 15, j'ai posé cette clé-là. Très bien. Et celle d'après qui va avec. Voilà. Ce qui va me faire un rebond total en 10 images, de 10 à 20. Donc très bien, ça me fait... Voilà. Maintenant, le prochain rebond, lui, il va se faire entièrement en 5 images. Donc encore 2 fois plus rapidement que celui d'avant. Ce qui veut dire que chaque demi-rebond fera 2 images, on va dire 3 images, on va exagérer, parce qu'on n'a pas des demi-images. Hein. Donc, on va prendre ce demi-rebond là, G, et le déplacer à 23, puisqu'il est censé faire 3 images, et donc 26 pour les 3 dernières autres images. Ce qui va nous faire ça. Voilà, encore plus rapide. Et enfin, la dernière clé que moi j'ai posée, c'est juste la clé pour qu'elle se déplace, pour que la balle continue à rouler légèrement. On va la mettre... on va dire... tout dépend de la position, après ça se gère en fonction de la position où vous l'avez placée, donc pour avoir une vitesse cohérente. Donc je calcule la trajectoire, ce qui nous fait... hop, 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 voilà. Donc là je me rends compte que par exemple, je le fais trop vite. De 26 à 30, la balle va beaucoup trop vite. Donc je vais la déplacer, au lieu de la mettre à 30, je vais la mettre à 40, cette clé. Voilà, très bien. Donc là maintenant on a voilà le rebond lent, plus rapide, et encore plus rapide, le dernier rebond. Voilà. Donc là on a vraiment un rebond qui est crédible. En jouant sur le rythme. Donc voilà, le dub sheet va nous servir à gérer l'exécution de l'action par rapport au temps. En rapprochant ou en déplaçant les clés. Les clés qui sont ici sont rien d'autre que les clés qui sont là. Sauf que sur la timeline, on voit les clés, mais on ne les manipule pas. Donc c'est vraiment fait pour faire de l'autokey, quoi. Encore un petit détail, c'est que l'autokey, il est encore activé. Dans Blender, tous les boutons, même les paramètres, sont animables. Si je décide par exemple de déplacer ici les choses, bon là c'est en jaune parce que justement je suis en autoki, ça va me faire des clés d'animation. Donc il faut faire attention quand on est en autoki, vraiment juste de déplacer notre objet à la clé qu'on veut, point barre. Si on veut aller faire autre chose, on enlève l'autoki, on va faire autre chose, et à tout moment on peut réactiver l'autoki. Faut vraiment faire attention à l'autoki. Et vraiment nous poser des clés sur tout ce qu'on fait. Donc voilà pour la balle qui va rebondir. Donc les notions vues qui sont très importantes et j'espère retenues, c'est la notion de keyframe qu'on retrouve ici, donc les poses clés. Donc que je retrouve ici à 0, à 10, à 15, à 20, à 23, 26, 40, pour moi en tout cas, donc que je retrouve ici en fait. Le principe d'interpolation,
qui est en fait le calcul automatique des images qu'il y a entre les poses clés, à savoir que les interpolations sont modifiables avec le graph editor. Que je vais essayer de retrouver ici. Voilà. Donc le graph editor, évidemment, nous on a isolé que l'axe Z, hein, mais on se retrouve avec des graphes pour tout en fait. Hein, tout type de choses. Pour les mises à l'échelle, pour les rotations et pour les translations. Nous on a gardé que les translations Z puisque ça correspond à notre courbe. Donc voilà. Et la notion de rythme qu'on gère évidemment avec la tension des poignées de notre graphe et avec la position de chaque pose clé. Donc là dans le top sheet cette fois-ci. Donc voilà vraiment pour la base. Donc ça nous donne ça. Si vous avez envie de, si c'est votre première animation par exemple et que vous avez envie de garder ça, vous pouvez faire un rendu ici. Donc animation. Moi je vais pas le faire. Reste une dernière chose, une dernière notion. C'est la notion de stretch and squash. Pardon, c'est dur à dire, surtout quand il se fait soif. Excusez-moi 2 secondes. Très bien. Alors, le stretch and squash, ça fait partie de beaucoup de notions en animation, ceci dit. Mais pour la balle, on en a besoin. C'est le principe qui veut qu'un objet se déforme. Donc, on sort de l'autokick cette fois-ci, c'est plus le but. Notre objet va toucher le sol à l'image 10. Ce qui serait bien, c'est qu'à l'image 10, justement, quand elle touche le sol, cette balle s'écrase un peu. Alors pour ça, c'est avec le scale, qui est ici, manipulateur. Mais en garantie, je vais mettre 2 images avant l'image 10, et sauvegarder donc le scaling, la déformation déjà de mon objet. Puis je me mets à l'image 10, je l'écrase, I, scaling. Je prends cette image qui est ici à la 8, Shift D pour la dupliquer, je vais la mettre 2 images plus loin, donc à la 14. Non, je vais la mettre à la 13. Ce qui va faire que mon objet, quand il va se déformer, va revenir à sa déformation initiale. En fait, j'ai dupliqué la déformation qui était à la 8 et je l'ai mis à la 13. Voilà, donc il y a même des interpolations de mise à l'échelle, de scaling. Donc là, je vais avoir une balle qui va tomber, hop, qui va s'écraser et qui va repartir. Donc encore une fois, 2 images avant la 20, donc à 18. I, dans la vue 3D, I, scaling. À la 20, je vais écraser ma balle. Pareil, le principe veut qu'elle s'écrase de moins en moins au fur et à mesure des rebonds. I, scaling. Je vais prendre celle que j'ai mis à 18, Shift D, la mettre à 23. 23 c'est pas une bonne idée. Voilà, 18, je vais plutôt rapprocher et mettre à 19. Donc voilà, hop. En fait, le but, je vous le montre, c'est d'encadrer vraiment notre point d'impact par des images où notre balle est à la bonne échelle, à la bonne déformation. Vous voyez? Comme ça, les images qu'il y a entre la bonne déformation et le point d'impact, il va calculer petit à petit l'écrasement de notre balle. Parce que si on passe directement de tout propre à impact, tout écrasé, on va pas voir à l'œil nu la déformation de la balle, ce qui est pas très logique. Donc on fait de notre mieux quand même pour que ça soit visible tout ça. On travaille mais pas pour rien. Très bien. Ici pareil, je vais prendre ça, Shift D, très bien. Puisque notre balle va s'écraser légèrement ici. Très légèrement. Et quelques images après, redevient normal. Très bien. Donc on obtient vraiment des points d'impact marqués par la déformation de la balle. C'est ce qu'on appelle le stretch and squash. Le stretch and squash devrait aller beaucoup plus loin dans le sens où notre balle est censée se déformer dans la direction vers laquelle elle tend. Mais bon, on va pas aller plus loin que ça. Donc voilà pour la balle.
Ça nous donne notre petite animation tranquillement. Si on veut cacher cette trajectoire qui nous gêne un peu pour la lisibilité, objet, voilà, motion pass, clear pass. Et voilà notre petite balle qui rebondit. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les principes de base de l'animation. J'espère que ça vous a été utile. Pardon, un peu de mal à parler, il se fait tard. Et que je vous ai aidé. Donc voilà, à bientôt pour un prochain tuto.